Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Célèbre citation de Nelson Mandela que nous avons choisi pour ouvrir Nord-Sud de ce mercredi. Pourquoi, malgré les multiples ressources de l'Afrique, ses fils crient toujours à la pauvreté? Le continent est-il vraiment libre? Des interrogations qui renvoient au thème du jour, l'aide publique au développement de l'Afrique. Pour quel impact? Avec moi pour en parler, Emmanuel Milimono, rédacteur en chef de Film 24. Bonjour Emma et bienvenue. Bonjour Aïssatou, bonjour à tous. Notre invité du jour, Dr Alpha Abdoulaye Diallo, président de la coalition nationale Publiez ce que vous payez Guinée. Bonjour docteur et merci d'être avec nous. Bonjour à vous et bonjour à votre équipe. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons des enjeux de la COP26 en Écosse avec notre deuxième invité, M. Sékou Keïta, expert consultant en stratégie de communication politique et des médias, également porte-parole du ministère de la Justice. Auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez nous suivre et réagir à travers notre page Facebook en direct grâce à l'aide de Karifa Traoré et Ibrahim Silla. Mais avant, partons avec le journal de la diplomatie. Mariamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. À la une de votre journal, audience hier mardi au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Eh bien, il s'agit d'un tête-à-tête entre le ministre Maurice Sanda Kouyaté et le coordinateur résident des Nations Unies en Guinée pour Dr Vincent Martin, au-delà de la présentation générale des différentes agences présentes dans le pays. Il a aussi été question de la réforme du système des Nations Unies, une action qui se veut conjointe, synergique, flexible et rapide pour répondre aux besoins de l'État. Déménagement ce lundi des cadres du ministère des Affaires étrangères dans leur nouveau bâtiment situé à Kaloum, un quartier dans la commune de Ratoma. Il s'agit d'un immeuble de 3 étages composé de 63 bureaux, un don de la République islamique d'Iran pour un investissement de plus de 6 millions de dollars US à peine installés dans leurs nouveaux locaux. Les cadres du département y ont tenu la première réunion du cabinet. Cette première étape de déménagement ne concerne que le ministre, le secrétaire général de cabinet du ministre, les directeurs généraux et leurs adjoints et la Commission nationale de la francophonie. Et puis en Centrafrique, 10 casques bleus égyptiens blessés par la garde présidentielle. Ces 10 casques bleus de la MINUSCA ont été blessés, dont 2 grièvement lundi 1er novembre dans un incident impliquant des membres de la garde présidentielle selon l'ONU. Aux alentours de 15h30 heure locale, un bus transportant des soldats du contingent égyptien de la mission de l'ONU en Centrafrique a été la cible des tirs à proximité de la résidence du chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Selon les premières informations, une erreur d'itinéraire serait à l'origine de l'incident. Pendant ce temps, Londres salue la décision de Paris de renoncer à mettre en œuvre sa menace de rétorsion dans le domaine de la pêche. La France ne mettra pas en œuvre les mesures de rétorsion qu'elle avait menacé d'instaurer dès ce mardi 2 novembre dans le litige qui l'oppose au Royaume-Uni, annoncé lundi sur Twitter le ministre français des Affaires européennes Jean-Yves Le Drian. Le gouvernement britannique salue ce report. Le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, David Frost, a indiqué qu'il avait accepté la proposition que lui avait faite le secrétaire d'État français Clément Beaune de se rencontrer demain jeudi. Actualité oblige, COP26, plus de 100 dirigeants s'engagent à stopper la déforestation d'ici 2030. Une centaine de chefs d'État et de gouvernements dont les pays regroupent 85% des forêts mondiales s'engagent pour mettre un terme à la déforestation. La déclaration des chefs d'État en faveur des forêts et sur l'utilisation des terres est présentée comme un accord sans précédent en faveur de la protection des forêts. Parmi les pays signataires, le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous restons toujours avec la COP26, une autre promesse tenue par les participants.
pour un retour de l'équilibre environnemental. Eh bien, Aïssatou, plus de 80 pays dans l'UE et les États-Unis se sont engagés mardi à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30% d'ici 2030 par rapport à 2020. Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce gaz est responsable d'environ 30% du réchauffement de la planète depuis la révolution industrielle. C'est tout pour le journal de la diplomatie. Je vous laisse en compagnie de Aïssatou Bari et de Emmanuel Milimono pour la suite de l'émission. Merci Mariam pour cette belle présentation. Nous vous laissons vous retirer. Alors, nous entamons effectivement cette émission. Avant d'aborder le sujet, docteur, vous êtes le président de la coalition nationale. Publiez ce que vous payez Guinée. En quelques mots, en quoi consiste cette coalition? Merci beaucoup. D'abord, je vous félicite par rapport à cette initiative d'initier cette émission Nord-Sud et aussi de m'inviter à participer à cette émission. La coalition nationale Publiez ce que vous payez fait partie d'une campagne mondiale. Donc, Publie what you pay en anglais, c'est une campagne mondiale dans le cadre de la transparence des industries extractives. Donc, la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles de manière globale. Et cette campagne est née en dans les années 2000 et précisément en 2002. C'était vraiment un cri de cœur de l'ensemble des acteurs sur le plan mondial, surtout les acteurs de la société civile, et qui ont constaté ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Donc, pour inverser cette assertion, puisque le constat était vraiment alarmant et très amer dans les années 2002, c'est que partout il y a l'abondance des ressources naturelles, au lieu que la gestion de ces ressources laisse place à la prospérité, au bonheur des populations impactées, on constate l'inverse des conflits, la pauvreté, vraiment le désœuvrement. Et partout où il y avait l'extraction du pétrole, du diamant et ainsi de suite, vous vous souviendrez la guerre du Libéria, de la Sierra Leone, la guerre de l'Angola, les pays du Moyen-Orient, tout ce qui se passe ce qui s'est passé au Koweït. La tendance, donc c'est pour mettre en place cette coalition. Effectivement, c'est une campagne mondiale pour renverser cette assertion de la malédiction des ressources, pour que véritablement on est à ce que les ressources puissent profiter aux populations impactées. Donc d'où, à la suite de cette campagne, est née l'initiative de transparence dans les industries extractives. D'accord. Belle initiative. Emmanuel, c'est parti avec vous pour la première question liée au sujet du jour. Alors, on va parler essentiellement de l'aide publique au développement. D'abord, est-ce que vous pouvez un peu, pour rafraîchir, ou plutôt pour permettre à nos auditeurs de comprendre, à quoi est-ce que renvoie le terme d'abord de l'aide publique au développement? Bon, l'aide publique au développement, c'est une terminologie qui a été longtemps utilisée et qui continue encore à faire ses beaux jours. Parce que ce sont des terminologies qui ont été, disons, développées par l'Occident vis-à-vis des pays du tiers-monde. Donc, qui démontrent de par A plus B que les pays du tiers-monde ont besoin de l'assistance, ont besoin de l'apport extérieur de l'Occident. Mais il s'avère que si nous fouillons dans les documents, les coulisses de ces termes d'aide publique au développement, c'est que c'est un complot. Il s'est avéré que c'est un complot vis-à-vis des pays du tiers-monde. Et que aucun pays, normalement, ne peut véritablement se développer avec ces théories d'aide au développement. Un pays se développe de par ses propres capacités à générer des ressources internes et à orienter ses ressources et à gérer ses ressources pour impacter par rapport à ses besoins, mais aussi dans les rapports aussi que ce pays a avec ses voisins et ses intérêts de par le monde. C'est qui voudrait dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette définition
de l'OCDE et du Comité d'aide au développement qui définit l'aide au développement comme étant l'aide fournie dans le but exprès de promouvoir le développement économique et d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement. Il vous souviendra que, excusez-moi de citer Thomas Sankara, il a dit dans les années 80 qu'une aide qui n'aide pas à se passer de l'aide, c'est plutôt un poison. Et nous avons aussi connu des pays comme le Cap-Vert qui a refusé de l'assistance et qui a voulu vraiment transformer cette assistance parce que dans les années 90, le Cap-Vert bénéficiait de l'aide de l'Union européenne en termes de fourniture d'aliments, d'alimentation, de toutes sortes de denrées. Mais plutôt, quand les dirigeants se sont rendus compte que ce type d'aide va plonger les populations dans l'oisiveté et aussi mettre l'État, les institutions étatiques dans un système dans un système d'amorphe qui les empêche de se développer, ils ont tout de suite refusé. Ils ont orienté cette aide vers des programmes d'échange, c'est-à-dire maintenant c'est le travail contre nourriture, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ont habitué les populations à se prendre en charge et à travailler véritablement et à compter sur leurs propres ressources pour pouvoir vivre, parce que on n'a vu aucun pays encore qui est développé par l'aide publique au développement. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'aide publique au développement en Afrique tourne autour d'une trentaine de milliards d'euros. Mais si vous regardez les évasions fiscales du continent, c'est plus de 50 milliards. Donc, il n'y a pas match. Donc, si réellement pourquoi, malgré les multiples dénonciations ça et là, l'Afrique continue d'espérer que l'aide vienne de l'extérieur? Pourquoi? Justement, c'est parce que tout simplement, on continue à croire à l'aide publique au développement. Il faut plutôt se tourner vers le partenariat gagnant-gagnant. Et en 2010, j'ai bénéficié d'un programme qu'on appelle l'initiative des jeunes leaders africains. Obama nous a invités à la Maison Blanche, les États-Unis. Donc, on a été la première promotion. Donc, quand il nous a invités à la Maison Blanche, il nous a dit, et aussi longtemps que les pères de l'indépendance vont penser que il n'y a que eux pour gérer l'Afrique, c'est que déjà, c'est un échec. Et il a dit, je compte sur vous, les jeunes. C'est à vous vraiment de transformer l'esprit, disons, de vos familles, et respect donc des ménages, et pour que vraiment cette transformation touche une masse critique des populations, qu'on sache que l'Afrique doit se développer à ses dépens. Et nous avons beaucoup plus besoin de partenariats, un partenariat gagnant-gagnant. Aucun pays ne peut s'en sortir seul, mais on peut aller dans des partenariats gagnant-gagnant et que d'aller vers de l'aide publique au développement. C'est-à-dire l'aide, en quelque sorte, nous avons remarqué que ça ne peut pas faire bouger un État. Ça ne peut que le maintenir dans un système de coma artificiel. Donc, on ne te laisse pas mourir, mais on ne te laisse pas aussi se développer. Donc, si un État compte exclusivement que sur l'aide pour aller de l'avant, et je pense que c'est un fiasco. Et ça, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans la plupart des pays africains. Ceux qui ont accepté de se libérer de ce joug d'aide publique au développement ont commencé à avancer. C'est le cas du Rwanda. En Afrique de l'Est, on peut citer le cas du Ghana. Et il vous souviendra que le président ghanéen a dit, effectivement, pour l'éducation des Ghanéens, il n'a pas besoin de l'assistance d'un pays tiers. Il compte sur ses propres ressources. Et Dieu seul sait, nous avons ces ressources. Si nos ressources sont bien gérées, bien orientées sur des secteurs porteurs, des secteurs vraiment durables. Vous savez, aujourd'hui, si je prends l'exemple sur notre pays actuellement, nous avons besoin que nos ressources, la gestion de nos ressources, nous sommes qualifiés d'un pays de scandale géologique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une modélisation de notre économie pour l'orienter
vers, disons, la gestion durable, l'orientation des ressources, des revenus issus du secteur extractif vers des secteurs durables. Grosse interrogation. J'appelle secteur durable. Ici, aujourd'hui, nous avons besoin des infrastructures routières pour que les populations qui produisent des cultures vivrières puissent les écouler de manière vraiment fluide. Nous avons besoin d'un système éducatif performant avec des infrastructures de dernière génération. Est-ce qu'on oriente nos ressources vers ces investissements? Nous avons besoin d'un système sanitaire vraiment adéquat avec des infrastructures, mais aussi un système avec tout l'appareillage qu'il faut par rapport au diagnostic et au traitement. Est-ce qu'on oriente nos ressources vers ces secteurs? Et ça, aussi longtemps que nous allons faire une gestion le jour, sans faire ce qu'on appelle la modélisation pour penser aux générations futures, parce que l'investissement d'aujourd'hui doit profiter à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est comme ça le développement. D'accord. Tout acte qu'on pose aujourd'hui, il faudrait que cet acte puisse être profitable à la génération future. D'accord. Emmanuel. Alors, j'ai bien envie qu'on transpose la question sur le champ de la pauvreté. Il y a, pour la plupart des pays africains, la moyenne, c'est l'indépendance depuis 60 ans. Et il se trouve que, par exemple, en 1990, l'Afrique comptait un quart des pauvres du monde, c'est-à-dire un peu plus de 30%. Et 60% actuellement de cette population, de la population mondiale donc, est pauvre. On est passé de 33% à 60% aujourd'hui. Et des projections de la Banque mondiale estiment qu'à ce rythme, 90% de la population pauvre du monde sera de l'Afrique. Est-ce que finalement, 60 années avec l'aide publique au développement, la pauvreté qui, elle, est en train de grimper, ce n'est pas peut-être le temps finalement de s'en départir complètement? Je pense que vous venez de poser le diagnostic et il est vraiment pathétique. Il est important vraiment de revoir toute cette terminologie, mais aussi de nous prendre en charge. L'Afrique doit se prendre en charge, c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas continuer à accuser la colonisation, certes, qui a eu un impact, mais 63 ans, quand même, si je prends le cas de la Guinée, c'est un temps vraiment record pour pouvoir vraiment se remettre en cause et se questionner par rapport à notre évolution et réorienter la gestion de nos ressources vers des secteurs porteurs qui puissent vraiment nous sortir des urgences de tous les jours. Ça, c'est fondamental. Je pense que aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, le ton a été donné. Je vous ai rappelé tout à l'heure de la réunion que nous avons eue à la Maison-Blanche avec le président Obama, puisque tous les Africains s'attendaient en ce moment que Obama vienne développer l'Afrique. Et il y a eu des questions dans ce sens. Obama nous a dit, il dit, mais attention, c'est pas moi qui viendra développer l'Afrique. Certes, mes origines sont africaines, mais je suis élu par le peuple américain. Donc, je suis là d'abord pour régler les problèmes des Américains. Donc, c'est à vous, les jeunes Africains, de réfléchir à des stratégies pour développer l'Afrique. Donc, est-ce que ce n'est pas cette stratégie d'Obama que Emmanuel Macron, le président français, a tenté de mettre en application en inversant la tendance, c'est-à-dire cette année, au lieu de réunir les différents chefs d'État africains à l'occasion du sommet France-Afrique, il a plutôt fait appel aux jeunes, aux acteurs de la société civile, en tout cas aux jeunes. Comment est-ce que les jeunes peuvent réussir là où les vieux ont échoué? Bon, je pense que c'est vraiment une similarité et ça j'apprécie parce qu'au fur et à mesure, l'Occident se rend compte que les mêmes manières, les mêmes causes ont produit les mêmes effets depuis des décennies. Il est temps de changer de paradigme et c'est fondamental. Et c'est vrai, c'est dans le même ordre d'idée que les États-Unis, parce que je vous rappelle qu'en 2010, la France avait invité les chefs d'État. C'était à l'occasion parce qu'en 2010, la plupart des pays africains, surtout les pays francophones, fêtaient leur cinquantenaire d'indépendance. La Guinée avait fêté 2 ans avant, mais la plupart des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, c'était vraiment leur cinquantenaire. Donc il a marqué une rupture. Au lieu d'inviter les chefs d'État,
il a invité les jeunes à la Maison-Blanche. Donc, je pense que Emmanuel Macron est en train de s'inspirer aussi disons, de cette initiative et la moderniser davantage parce que nous avons vu aussi les débats, les interpellations, disons, à ce rendez-vous ont permis vraiment de marquer une rupture. Aujourd'hui, que l'opinion française, l'opinion africaine doit vraiment savoir qu'il y a aujourd'hui un changement de paradigme. Il faut s'inscrire dans la logique de partenariat, mais pas dans la logique de l'assistanat. D'accord, nous aurons l'occasion de rentrer plus en profondeur. Monsieur, dames, c'est l'heure de la pause pour nos obligations commerciales. Et la page info, on se retrouve juste après pour continuer cette émission. Dans ce studio pour aborder le sous-thème de cette émission, les enjeux de la COP26 en Écosse. Pour en parler, nous avons au bout du fil Monsieur Sékou Keïta. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde, bonjour aux chers auditeurs et bonjour à toi, Maïsatou. Alors, Monsieur Keïta, vous êtes expert consultant en stratégie de communication, politique et des médias. Vous êtes également porte-parole du ministère de la Justice. Vous suivez de près le déroulement de la COP26 en Écosse. D'abord, quel constat, disons, pourquoi la nécessité d'organiser un tel événement? Et merci de cette opportunité que vous me cessez d'offrir quand même à ma personne étant consultant en stratégie de communication et membre depuis 2015 de cette COP depuis Paris. Alors, parlant des constants, nous allons tout de suite nous inspirer de l'histoire déjà de la COP depuis des années, si vous voulez, 1992 à nos jours. Les constats relèvent qu'il y a eu et continue d'avoir trop de dégâts à travers tous les continents, dont entre autres les dégâts, nous avons les inondations, nous avons les tempêtes, nous avons des canicules, nous avons des incendies, mais le plus marquant de l'ensemble de ces dégâts, c'est l'effondrement du glacier au niveau des deux pôles, chose qui entraîne l'élévation énorme de la mer sur l'ensemble des continents qui sont entourés des eaux. Alors, sur ce, l'urgence climatique va tout de suite se manifester de plus en plus sur les différents continents. Et sur ce, on a demandé, et sur la base des experts et les diagnostics qui sont sur la base des tables aujourd'hui des différents experts, qu'il faut drastiquement réduire les gaz à effet de serre en réformant nos modes de production et de consommation. Ça, c'est de façon globale. D'accord. Et quels sont les enjeux de cette COP qui est quand même à sa 26e édition? Alors, en parlant des enjeux de la COP 26, ces enjeux vont s'articuler autour de plusieurs points. Mais le principal enjeu de cette COP 26 pour les États participants est de rehausser les ambitions climatiques. Alors, pour cela, il faudrait revenir sur les points clés de l'accord de Paris, qui est un accord clé, pour que tous les pays ayant ratifié puissent s'accorder sur les mises en application et surtout sur les mises en place. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accords qui ont été proposés lors de la COP 21 à Paris. Entre autres, quand on prend d'abord l'esprit même de la COP 21 en 2015, qui a été signé sur la base de plusieurs conventions, ayant pour objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Depuis lors, chaque COP, les pays signataires de cet accord s'entretiennent sur les points et il y avait aussi des différends dans le cahier de charge, selon sur la transparence au niveau des respect des engagements en fait partie aussi de la convention. Monsieur Keïta, est-ce qu'il y a eu des avancées depuis lors? Parce qu'il y a eu des promesses allant dans ce sens, tenues cette année également. Oui, il y a eu des avancées et il en aura aussi des avancées parce que le calendrier de la COP 26 va s'étendre sur 2 semaines. Il faut retenir depuis le 31 octobre et ça va continuer jusqu'au 12 novembre. Donc, il y a eu beaucoup de points qui sont prévus sur la table. Donc, après 2 jours de sommeil, il faut constater aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de négociations. À date,
C'est-à-dire que les différentes négociations jusqu'au mercredi dont je peux aujourd'hui révéler ici sont des discussions qui partent d'abord sur le cas africain. Parce que parlant du cas africain, je vais simplement rappeler qu'aujourd'hui, nous avons plus de 400 millions de pertes en vie humaine causées par ce changement climatique aujourd'hui. Alors, il y a une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui fait de cette COP, comme on le dit, la COP de la dernière chance? Parce que l'expression revient souvent. Qu'est-ce qui fait d'elle la COP de la dernière chance? J'ai pas compris. J'ai dit que les spécialistes considèrent cette COP comme étant la COP de la dernière chance. Qu'est-ce qui lui confère ce caractère-là? Alors, le caractère s'inspire de la COP 21. Quand on rappelle un peu l'histoire de la COP 21, on se rend compte que la COP 21, qui était une des COP phares, si vous voulez, un peu de ces réchauffements climatiques dans le monde, dont la France a pu arracher dans la main de la plupart des dirigeants un consensus, si vous voulez, par là, et surtout un accord commun de plus de 185 États sur les différentes conventions qui allaient nous permettre à une grande réduction à 1,5% sur l'ensemble de la planète. Donc, les différentes conventions qui ont été mises sur la table, ces conventions devraient être ratifiées par les différents États, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc, la COP 26 aujourd'hui reste la source et reste aujourd'hui cette garantie si elle arrivait à aboutir à une ratification à 80% des États. Alors, M. Keïta, la Guinée est présente à ce rendez-vous et il se trouve justement que la Guinée préside ce que l'on appelle le groupe des 77 plus la Chine. Est-ce qu'on peut dire on attend aussi quelque chose de la part de la Guinée à cause de sa présidence notamment de ce groupe important? Oui, la Guinée, comme tu l'as tout de suite souligné, appartient à un groupe quand même qui reste de nos jours très influent et qui est en train de quand même de faire des propositions très pertinentes quand même pour aller dans le sens des différents accords de Paris, afin aussi que l'Afrique puisse trouver sa place et puisse quand même bénéficier. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, s'il y a un continent qui est plus perdant dans ce réchauffement climatique, le premier continent, c'est l'Afrique. Donc, c'est pourquoi l'Afrique est en pole position, est en accord commun pour que ces différentes conventions puissent être ratifiées et que l'Afrique puisse bénéficier davantage quand même lors de cette COP 26. Monsieur Sékou Keïta, merci de répondre à nos questions. Merci à vous et à vos auditeurs. Pour parler du cas de la Guinée, nous aurons dans cette émission même un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Mais docteur, vous venez de suivre l'intervention de Monsieur Keïta, porte-parole du ministère de la Justice. Vous suivez certainement, puisque vous évoluez un peu dans le domaine de l'environnement et autres, la protection des ressources, vous suivez certainement l'évolution en tout cas l'organisation de cette COP-là. Quelle lecture faites-vous du déroulement de cet événement? Merci beaucoup. Je pense que je vais commencer par ce par quoi le consultant a terminé, en disant qu'effectivement, dans ces COP, l'Afrique n'étant pas vraiment un continent qui pollue au même degré que les autres continents, mais nous subissons au même titre que les autres continents, disons les dégâts que les autres continents. C'est l'Afrique qui paye aujourd'hui la plus grande facture de l'évolution de l'Europe, de l'Asie et des Amériques et de manière globale. Donc je pense qu'il est très très important que la place vraiment de l'Afrique soit une place de soi, mais aussi qu'on puisse peser dans la balance, dans ces négociations, parce que l'Afrique constitue aujourd'hui un grenier de carbone. Nous avons beaucoup de forêts, des forêts tropicales, et vous savez aussi en Guinée, la Guinée aussi est un grenier de carbone.
Donc, il est extrêmement important que cela soit monnayé pour que véritablement qu'il y ait l'équilibre au niveau de la balance dans la gestion et dans les enjeux de changement climatique de manière globale. Mais il est extrêmement important parce que, vous savez, dans ces genres de rencontres, c'est la capacité de négocier, de s'imposer qui compte. Parce que, quelque part, c'est ça aussi le rapport de force. Il faudrait que les présidents africains, c'est-à-dire les représentants de l'Afrique à cette conférence, cette 26e conférence, soient véritablement unis autour d'un idéal. C'est celui vraiment de sortir gagnant de cette rencontre. Un rapport de force qui pèse généralement en défaveur du continent africain. Ouais. Nous avons également de l'autre côté du studio, au bout du fil, nous avons Monsieur Ismaël Baldé. Il est fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Baldé, bonjour. Bonsoir, Aïssatou. Vous êtes un habitué de cette émission. Très rapidement, plusieurs délégations gouvernementales prennent part à la COP26 qui se tient actuellement en Écosse. Y a-t-il une délégation officielle guinéenne sur place? Oui, bonsoir Aïssatou, bonsoir à Team FM et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Exactement, une délégation guinéenne a été représentée, la Guinée a été représentée par une délégation, n'est-ce pas, au COP26. Il s'agit de M. Amadou Sebori Touré, directeur général des fonds de sauvegarde pour l'environnement, qui a même fait une déclaration dans ce sens. D'accord. Alors, au programme, un sommet des chefs d'État pour penser environnement, agir environnement. Quelles sont les raisons de l'absence du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à ce sommet? Bon, à mon humble avis, nous sommes dans un régime d'exception. Et dans un régime d'exception, généralement, la junte qui est au pouvoir, n'est-ce pas, n'est pas admise par beaucoup d'institutions et dans lesquelles nous avons signé des conventions. Donc, l'absence de la Guinée est liée au fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception qui est en train de travailler pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, dès que nous serons, la Guinée parviendra à ce retour constitutionnel, le président de la République élu participera à ce genre de consultation. Mais actuellement, avec les conventions internationales, n'est-ce pas, nous sommes dans un régime d'exception et c'est pourquoi, sûrement, nous ne sommes pas représentés à ce sommet de la COP26. D'accord. Monsieur Ismaël Baldé, merci de répondre à nos questions. Je vous remercie, à moi de vous remercier. D'accord. Alors, docteur, toutes ces interventions collent avec le thème principal, l'aide publique au développement. Parce que forcément, il y aura certainement des montants qui seront décaissés, il y aura des appuis par-ci, par-là, mais qui sont plus des dettes que des offres. Selon vous, quels sont les critères qu'il faut prendre en compte pour évaluer l'efficacité de l'aide publique au développement? Bon, très bien. Avant d'aller sur votre question, il est extrêmement important quand même de dire un mot par rapport à la COP26. Parce que vous savez, cette conférence est une conférence d'enjeux stratégiques. Et il est important, en liant cette conférence, disons, à la thématique de l'aide publique au développement. Un sujet qui se complète. Justement, ça se complète parce que tout à l'heure, je vous disais que l'Afrique, en général, est un grenier de carbone. Donc, il ne faudrait pas voir les compensations de carbone comme étant de l'aumône qu'on verse à l'Afrique, mais plutôt, c'est aussi une compensation par rapport non seulement aux attitudes, mais à ce que l'Afrique apporte dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie de manière globale, c'est-à-dire l'apport en oxygène à travers les forêts tropicales africaines que nous apportons dans la purification de l'atmosphère. Il ne faudrait pas que cela soit vu comme étant, encore une fois, de l'aide, mais c'est vraiment une compensation.
c'est sous forme de partenariat. Il faudrait que les négociations vont dans ce sens. Parce que, imaginez un agriculteur qui travaille, qui fait de l'agriculture de subsistance avec sa daba, sa roue, pas de motorisation, ne peut pas véritablement être frappé par les mêmes mesures qu'un agriculteur au nord qui utilise la mécanisation pour faire ce qu'on appelle la production intensive. Donc je pense quelque part il y a disons un déséquilibre. Donc ce manque à gagner là doit servir d'appuyer également et de subventionner l'agriculture dans nos pays et d'aider véritablement à l'agrobusiness, à la transformation, mais aussi à la commercialisation de ces produits de par le monde. Donc ça renvoie aussi à des questions de négociation à l'OMC. Aujourd'hui, il y a très peu on parle de labellisation de nos produits. Il y a très peu de produits aujourd'hui qui sont autorisés de l'autre côté. On nous impose des normes, c'est-à-dire des normes sanitaires, qui véritablement ne sont pas souvent au rendez-vous. Et sans ces compensations de l'autre côté par rapport à l'équilibre, nos producteurs ne peuvent pas véritablement être au même niveau que les producteurs occidentaux. Donc il faut voir aussi cette COP sur cet angle-là pour véritablement apporter d'aide et d'apport à nos États, à ce que ces États-là eux aussi viennent en aide disons de ces populations. Donc comme solution, vous proposez de réorienter l'aide. Justement. Emmanuel, vous avez une question? Justement. Oui, je pensais justement à un point que vous aviez déjà abordé récemment par rapport notamment à l'évasion fiscale. On envoie une partie de ce que l'on appelle l'aide publique au développement en Afrique, mais au même moment, les firmes internationales rapatrient à travers l'évasion fiscale des milliards, des montants qui dépassent même le volume de ce qui est donné à l'Afrique comme aide. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect de votre intervention, c'est que même ce qu'on appelle l'aide publique au développement, si c'est versé, il y a des conditionnalités qui accompagnent cette aide. Et le plus souvent, ce sont des consultants. Le matériel est acheté à des firmes étrangères. Le projet, s'il y a un appel d'offres internationales pour la réalisation d'une action, c'est souvent des sociétés internationales qui gagnent les marchés. Donc si vous évaluez... Ils viennent parfois avec des employés. Juste avec des employés. Et donc ils rapatrient encore la même aide chez eux. Effectivement, c'est comme si on nous présente, on nous dit, bon, voici, ça, cet argent vous appartient. Mais après, on reprend presque le tout. Si vous évaluez réellement, ce n'est que ça tourne autour de 10-15% vraiment qui reste réellement. Chaque 1 milliard dépensé par rapport à l'aide publique de développement, la plupart du montant repart vers le pays. Et souvent, c'est aussi des conditionnalités tacites. Si l'aide vient d'un pays, si je prends un exemple, un pays X, ce pays X va s'imposer pour dire que les bénéficiaires de tous les marchés, peut-être ça doit être les entreprises de son pays, et ainsi de suite. Parce que nous avons vraiment des accords avec ces pays, des accords totalement déséquilibrés. Imaginez que nous avons aujourd'hui des accords avec des pays occidentaux, je ne cite pas de pays, qui disent que leurs entreprises bénéficient, peuvent participer à des appels d'offres ici, comme nos entreprises ici. Imaginez une entreprise guinéenne aller compétir dans un pays en Occident, je cite par exemple la France. Vous voulez indexer la Chine? Est-ce qu'il y a ou la Chine? Est-ce qu'il y a un match? Il y a un match. Ils peuvent quitter chez eux, venir gagner des marchés chez nous. Mais si nous quittons ici, nous partons avec les conditionnalités, avec les standards, les niveaux d'exigence de leur pays, mais nous ne gagnons rien. Vous ne pouvez pas, peut-être dans 1 an, 10 ans, vous pouvez citer au moins peut-être une seule entreprise peut-être qui a gagné une fois un marché en Occident, alors que tous les jours que Dieu donne, c'est des entreprises étrangères qui gagnent les marchés ici. Donc il y a un déséquilibre. Ce qui est donné est repris autrement. Que ce soit au niveau des structures étatiques, même au niveau des organisations
des ONG. Quand il y a un fonds, je prends l'exemple sur des fonds fiduciaires qu'on donne, par exemple, en Afrique, où l'aide que les Fed, que l'Union européenne donne, la plupart, c'est des cabinets européens qui viennent gérer ces montants ici, sur place. Et même s'il y a des appels d'offres, tant qu'une association n'est pas alliée à une association du Nord, il va être très difficile de remplir toutes les conditionnalités pour pouvoir bénéficier d'un financement de l'Union européenne, par exemple. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers dans le cadre des associations pour alléger les procédures, mais toujours est-il que les conditionnalités restent, les procédures restent les procédures. Donc, il est important vraiment d'attirer l'attention dans ce sens. Parce que la plupart, ce qu'on nous envoie, après, on le ramène d'une manière ou d'une autre. Sans compter ce qu'il a dit, l'évasion fiscale. Nos dirigeants ici aussi, au lieu d'investir sur place, ils préfèrent aller investir ou bancariser de l'argent ailleurs. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement important de moraliser la gestion de la chose publique. Raison pour laquelle certains observateurs proposent que l'Afrique prenne du recul, c'est-à-dire qu'on se fixe un certain temps, produire assez et consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. C'est mieux, dans c'est la mieux, rubrique c'est mieux. En tout cas, c'est mieux. À la diaspora, docteur, nous donnons la parole ce mercredi à M. Nkouma Keïta. Bonsoir, M. Keïta. Monsieur Keïta? Les dieux de la technique ne sont pas avec nous. Alors, docteur, oui, vous voulez réagir? Oui, en fait, en réalité, ce que l'aide publique au développement qu'on apporte à l'Afrique, il va falloir réfléchir là-dessus. Moi, personnellement, je préfère à des partenariats. Aujourd'hui, on va beaucoup plus dans des formes de BOT, de partenariats publics-privés. Ça profite beaucoup plus à nos pays que de recevoir ces aides avec des conditionnalités, mais qui réellement n'impactent pas Docteur, excusez-moi, la technique me signale que M. Nkouma Keïta est au bout du fil. Monsieur Keïta, bonjour. Monsieur Keïta? Allô, vous êtes là? Apparemment, c'est pas notre chance. Donc, je disais que véritablement, il faut aller dans le sens du partenariat. Et c'est ce qui est vraiment à la mode. Et aujourd'hui, il y a nettement, parce que c'est ça aussi, avec la révolution technologique et la révolution numérique actuelle, il est extrêmement important d'aller vers ce changement de paradigme, d'aller sur des partenariats de long terme, gagnant-gagnant, et qui peuvent véritablement permettre aussi à l'Afrique d'avoir une marge de sécurité dans les investissements et que véritablement le développement soit enclenché et qu'on accepte de s'assumer et d'orienter nous-mêmes nos propres politiques. Parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui n'acceptent pas certaines conditionnalités, ces conditionnalités qui poussent aux gens non seulement de s'endetter, et le plus souvent, quand il y a la dette, ce que les uns et les autres oublient, il y a les services de la dette. Il y a des échéances, il y a des situations comme les situations aujourd'hui où nous sommes dans une situation de déception, mais les dettes qui sont contractées, les échéances courent. Donc il faut continuer à payer ces dettes. Et le plus souvent, les services de la dette dépassent deux fois même le montant de la dette. Et de plus en plus, le temps passe, la dette s'accumule et ça devient un fardeau et ça empêche même de s'orienter ou de réfléchir sur certaines c'est-à-dire sur des stratégies à longue durée, de modélisation économique pour pouvoir vraiment s'orienter sur des thématiques efficaces pour sortir le pays des dettes qu'il faut forcément rembourser d'ailleurs parce que et sans oublier les dettes intérieures aussi. Si on ne les rembourse pas, ça agenouille les donateurs. Justement. Et si on les rembourse, ça tue l'Afrique
Alors, une question sans langue de bois pour une réponse sans détour. Docteur, sur ce plateau, dites-nous à l'heure actuelle, est-ce que le continent africain peut se passer de l'aide publique au développement? Bon, pas forcément, Hmm. mais il faut changer de paradigme de ces aides. Donc, il faut oser dénoncer les tares et les conditionnalités qui freinent l'efficacité de ces aides et s'orienter au fur et à mesure vers le partenariat, vers un partenariat gagnant-gagnant. Je pense qu'on gagnerait plus à aller dans des partenariats que de rester dans les logiques d'assistanat, dans les logiques humanitaires. Certes, il peut arriver des moments où il y a des catastrophes, on a besoin d'assister, mais c'est momentané. L'action humanitaire doit avoir une durée, c'est une urgence. Mais après ça, la résilience doit suivre. Les pays doivent apprendre à vivre à leurs dépens, en ayant des partenariats, en ayant des intérêts de part et d'autre, mais pas sur l'assistanat, pas toujours compter sur l'aide au développement qui est toujours santé et qui ne nous amène nulle part. Ce qui est bien dit, la radio, c'est l'heure. Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, président de la coalition nationale, publiez ce que vous payez Guinée-Memphim. Merci d'être avec nous. Merci et merci à votre média et je vous félicite pour cette initiative et aussi féliciter vos supérieurs, ceux qui ont initié cette radio. D'accord. Ouais. Emmanuel, merci d'être avec nous. Merci Aïssatou, merci à notre invité. C'est à moi de vous remercier. Et voilà, c'est tout pour cette émission. Chers invités, communauté FIM, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au groupe FIM. Je vous dis à bientôt avec d'autres invités.